Bonjour à tous. Je vais commencer par une citation de Sénèque qui disait que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'elles ne le sont pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Et en fait, je viens de faire ma conférence là, sur l'entrepreneuriat. Je vous dis bonne journée, puis à bientôt. C'est-à-dire que quelque part, la difficulté de tous les enseignants en entrepreneuriat d'oser, de transmettre l'audace à leurs étudiants. Moi, je me présente très rapidement. Cette photo a une importance. C'est moi à 4 ans, j'ai les bras dans le plâtre. Si vous regardez bien, parce qu'on ne voit pas très bien là, mais j'ai les genoux qui sont écorchés. À l'époque, quelqu'un aurait pu me dire, mais t'es déjà un entrepreneur. Tu te fais mal, tu tombes, et tu te relèves. Ça, c'est peut-être moi aujourd'hui. Donc, il y a la moustache et les lunettes. C'est ce que j'appelle une marque de commerce. Un entrepreneur, ceux qui sont dans vos salles, c'est certainement le parcours qu'ils vont devoir prendre dans un monde, en fait. Et c'est un peu le but de cette conférence atelier. Ils vont devoir se définir eux-mêmes, ils vont devoir savoir qui ils sont. Donc c'est le thème de l'atelier d'aujourd'hui, c'est l'identité entrepreneuriale. Quel type d'entrepreneur je suis? Est-ce que je peux me lancer en confiance? C'est peut-être le rôle de l'enseignant d'être dans la mesure du possible à l'écoute de ces changements. Très rapidement pour commencer la petite conférence, il y a un changement majeur, je pense que ça ne vous aura pas échappé. On continue à enseigner comme dans les années 50, pourtant on est dans un monde qui manifestement bascule en termes de valeurs, et on continue effectivement à enseigner les choses de la même façon. Je crois que Jean-David hier soir nous a bien mis la table entre guillemets et a bien préparé cet atelier. On passe du profit au sens. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les générations Z que vous avez dans vos classes, ce sont les générations Z, hein. Ce sont des gens qui sont nés entre 95 et 2010, c'est ça, ouais. Et donc ces gens-là, en fait, ont une particularité. Ils sont à la recherche de sens. Ils sont vraiment, si vous leur dites, c'est comme ça et pas autrement, ils n'acceptent pas. On passe de la hiérarchie au réseau. Donc pour eux, c'est très très facile en fait de faire du réseau, alors que nous, les enseignants, qui avons un peu plus d'âge, on a des difficultés parfois à s'adapter à ces réseaux-là. Ils sont nés sur les réseaux sociaux, on les appelle les digital natives. Nous, on est très conforme effectivement à une hiérarchie. Une personne, par exemple, qui a un diplôme, qui a un PhD la plupart du temps, je parle dans les écoles, hein, c'est quelqu'un qu'on va respecter de fait, pas eux. Donc quand vous dites, moi je suis professeur, je suis PhD, puis je vous enseigne l'entrepreneuriat, ils s'en fichent complètement, quoi. On passe du contrôle, ça c'est encore vraiment la base même de l'évaluation de ce qui se passe dans les écoles et dans les cégeps. On passe à l'empowerment. Donc la notion même de leadership, par exemple, dont on a tous entendu parler, dans les entreprises et dans les écoles aussi, va forcément être obligé de changer, de modifier. Et la notion d'empowerment, c'est vraiment donner le pouvoir et permettre aux gens de s'actualiser eux-mêmes. Qu'est-ce qui vous manque pour atteindre vos objectifs? Donc d'un seul coup, on vient de changer complètement la vision de l'enseignement. Et enfin, on passe du planning, où on dit, ben voilà, vous devez rendre tel dossier dans 2 semaines, vous devez faire un plan d'affaires, à l'expérimentation. Essai, erreur, essai, erreur. D'accord? Et puis enfin, dernier truc, c'est qu'on passe du secret, où on ne dévoile pas son bulletin de paye, on ne dévoile pas sa sauce secrète. On passe à un monde complètement ouvert et à la transparence. Les jeunes le savent, les gens qui enseignent ne le savent pas forcément. J'ai assisté à beaucoup de cours d'entrepreneuriat où les gens nous disaient la propriété intellectuelle c'est important, il ne faut pas voler, attention au plagiat. J'imagine que vous avez aussi ce genre de politique dans vos cégeps. Les jeunes ne comprennent pas quand on parle de ça. Donc il faut être capable de s'adapter, il faut être capable de comprendre. Puis c'est de ça dont on va parler un peu aujourd'hui.
Et enfin, pour reprendre aussi un petit peu, puis rebondir sur la conférence de Jean-David hier soir, moi je parle de collision transformative. Je crois que je ne sais plus si c'était l'audace numéro 2 ou numéro 3. Tu parlais d'un moment d'arrêter les silos et de faire de la transversalité. La notion, puis surtout l'avantage d'un professeur en entrepreneuriat au cégep ou même éventuellement secondaire ou à l'université, à mon avis, c'est qu'il est capable de parler de 5 piliers de contenu informel. Moi, je l'appelle 5 piliers, peut-être qu'il y en a 6, mais en tout cas, je les utilise les 5. Le premier, c'est découvrir de nouvelles perspectives. On va utiliser de l'art et du design. Est-ce qu'il y a des profs de statistiques, de mathématiques, par exemple, qui sont capables de parler d'art et de design pour faire des logos, par exemple, c'est juste un exemple, dans un cours. C'est fascinant. Je sais pas, mettez des affiches de pop art dans votre cours d'entrepreneuriat. Qui vous en empêche? Parce que c'est avec ça que les gens vont être inspirés. Les jeunes aujourd'hui sont gourmands de tout ce qui est esthétique, de tout ce qui est beauté. Ils sont sur Instagram continuellement. Et ils sont vraiment abreuvés de photos qui sont parfois vraiment nulles, mais des fois qui sont très très jolies. Donc les nouvelles perspectives, ça se stimule aussi par rapport à ça. Donc c'est comment révéler les prochains angles de vue qui enrichiront notre univers. Deuxième pilier qu'on utilise, ou faut que j'utilise aussi la plupart du temps, et que vous allez utiliser dans cet atelier aujourd'hui, c'est vivre en écosystème. Donc on est vraiment dans un monde individualiste, et pourtant tout le monde parle d'écosystème. Donc comment on fait pour vivre dans un écosystème? Comment arriver ensemble à relever les défis du XXIe siècle? Je vous apprends rien. La planète est en train de brûler, les ressources sont en train de sont plus que diminuer, quoi. Comment on fait pour relever ensemble ces défis-là? Et la solution, elle ne sera pas québécoise, canadienne ou américaine, elle sera carrément globale et mondiale, quoi. Donc quand vous faites du tri sélectif de vos ordures, peut-être que les Chinois ou les Indiens qui sont en pleine explosion démographique à l'autre bout du monde, on ne sait pas ce qu'ils font. Vous voyez ce que je veux dire? Puis on va revenir là-dessus, puis sur la génération Z aussi. Enfin, cultiver l'innovation, il y a une notion de leadership et de talent. Comment miser sur la créativité pour donner à nos équipes l'élan nécessaire à la réalisation de visions innovantes? Donc on va parler de créativité, on va parler d'innovation. D'accord? La créativité, c'est ces trois notions essentielles qui sont apparues il y a même pas une cinquantaine d'années dans le vocabulaire français. La créativité n'existait pas avant 1969, très exactement. La première définition de la créativité, c'était une définition socio-psychologique. Est-ce que vous arrivez à vous définir et vous créer vous-même? Étonnant. Aujourd'hui, c'est le peintre qui arrive à dessiner des choses sympas sur son cahier. Mais c'est pas ça la créativité, c'est autre chose. Marquer les esprits, marketing et médias. D'accord, comment raconter des histoires qui sauront engager les citoyens et consommateurs de demain. Donc tout ça sont des matières, des sujets transversaux que vous pouvez utiliser pour créer vos propres cours d'entrepreneuriat. C'est sympa de donner des outils à des jeunes, mais j'en parlais à Mélissa hier soir, c'est comme si par exemple vous voyez mal une personne aller faire je sais pas, 36 heures de cours pour apprendre à utiliser un marteau, quoi. C'est exactement la même chose avec les outils qu'on donne et qu'on transmet aux étudiants. C'est bien le business model Canvas, c'est bien toutes ces choses-là. Néanmoins, je pense que derrière, il y a autre chose qu'il faut aller faire émerger. Et enfin, repousser les limites du possible. Je sais qu'il y a eu une question comme ça hier sur l'intelligence artificielle. Donc tout ce qui est science et technologie, comment tirer parti de courants et inventions aux implications sans précédent. Donc on parle du blockchain, on parle de l'intelligence artificielle, on parle de tous ces phénomènes qui sont là. Après, on peut avoir des avis différents. Mais ce qui est intéressant, c'est de faire parler et de faire intervenir les étudiants là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc c'est-à-dire qu'il faut aussi, nous-mêmes en tant qu'enseignants, qu'on se renseigne là-dessus, qu'on sache en parler un minimum. D'accord? Voilà, donc ça c'était pour faire une sorte de mise en bouche un petit peu de la situation dans laquelle je vais faire l'atelier. Je vais commencer par un brise-glace. La plupart du temps, mes cours, je les fais comme un... Je vais tourner ça, hop.
Je l'ai fait comme... il y a une mise en scène en fait. Cette mise en scène, c'est toujours est-ce que la personne qui rentre en cours, elle a des problèmes avec ses parents, avec sa blonde, son chum. Et c'est souvent en fait très délicat d'être capable de lui faire oublier ses problèmes personnels. Donc j'utilise en fait des brise-glaces pour les mettre en condition pour qu'effectivement les conditions d'apprentissage soient optimales. D'accord? Donc ça marche pour moi, et puis on va voir si ça marche pour vous aussi. Donc je vais vous poser 3 questions. Donc un brise-glace, c'est comme ça va durer à peu près 10 minutes, un quart d'heure, et c'est vraiment pour donner le ton de la séance. Euh, donc en fait, je vais vous donner 3 défis aujourd'hui, et vous allez voir en fait ce qui va se passer par la suite, puisqu'on va échanger. Premier défi, si vous saviez que vous alliez réussir à chaque fois que vous tentez quelque chose, que seriez-vous ou que feriez-vous? Prenez le temps un peu de réfléchir et de répondre à cette question. Ça peut être des mots, ça peut être des phrases, faites ce que vous voulez. Mais si vous saviez que vous allez réussir à chaque fois que vous tentez quelque chose, que seriez-vous ou que feriez-vous? Donc vous voyez que d'un seul coup le rythme change. Il y a un moment pour la réflexion en interne. On laisse les gens réfléchir, ils écrivent. Il faut que ça passe par le corps, il faut que ça passe par l'écriture. Parce qu'effectivement, la plupart des gens aujourd'hui, des jeunes, ont des ordinateurs, tapent à la machine. Il y a une expérience physique, à mon avis, qui est très importante dans l'entrepreneuriat. Il faut vraiment que ça repasse par le corps, par la relation de physique. Deuxième défi pour vous, si vous aviez 100 millions d'euros en banque, que feriez-vous? Alors ça peut être des dollars aussi, naturellement. Si vous aviez 100 millions d'euros, ça fait 150 millions de dollars exactement. Merci pour la conversion. Que feriez-vous ou que seriez-vous? Deuxième défi. Donc pas de problème, pas de contrainte d'argent. Vous pouvez partir en Bahamas, sur un super voilier. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc pas de contrainte d'argent. C'est bon? Et enfin, troisième défi. On a un peu de temps aussi pour si vous voulez. Si vous saviez qu'il vous reste seulement 6 mois à vivre, que feriez-vous ou que seriez-vous? J'ai une question personnelle pour vous. Donc moi j'ai une petite question subsidiaire pour vous. Il y a combien de personnes ici qui seraient encore profs au cégep? Vous pouvez lever la main, il n'y a pas de problème. Parce que moi je me suis bien posé la question et je pense que je serais encore prof. Et si j'avais pas de contrainte de temps, si j'avais pas de contrainte d'argent, et je savais que j'allais réussir à chaque fois, je pense que je serais là pour inspirer les gens. J'ai besoin de ça, je le ferai gratuitement en plus, je veux dire, j'ai pas besoin de... et ça va vous donner des indications sur ce que vous êtes réellement, ce que vous voulez réellement. Et ça remet tout de suite en perspective en fait la notion euh, de motivation. Et pour vos étudiants, c'est la même chose. Faites un échange par rapport à ça. D'accord? Le brise-glace, là, c'est généralement un moyen pour rentrer en contact et en communication avec vos étudiants. Et là, ça peut durer 1 heure, 1 heure et demie, mais c'est super important. On continue. Le monde change, je vous apprends rien. C'est-à-dire qu'on est dans une société depuis 150 ans, il y a des vagues d'automatisation successives, même plus que de 150 ans, même plus que ça. D'accord? Et ça modèle fondamentalement le paysage j'ai envie de dire, économique, et puis en termes de formation aussi de de nos enfants, de nos étudiants, quoi. D'accord? Donc pourquoi? Parce qu'on a une qualité qui est supérieure, une vitesse qui naturellement augmente, une efficacité grandement accrue, et puis des coûts qui baissent. Donc on ne pourra pas lutter éternellement contre effectivement l'automatisation de ces choses-là. Là aujourd'hui on est effectivement face à une nouvelle vague d'automatisation. Comment on fait pour contrer ça ou pour former les étudiants quand ils vont sortir de l'école, qu'ils aient ça en tête et qu'ils se disent ok moi je m'adapte par rapport à ça. Okay, donc c'est un petit peu le but de cet atelier. Là c'est toutes les vagues d'innovation, c'est en anglais, je suis désolé j'aurais pu le traduire, mais
Vous allez vite comprendre en fait que ici, on est dans cette vague d'innovation qu'on appelle la cinquième vague, qui commence en 1990 et qui va finir aux alentours de 2020. Et à chaque fois qu'une vague finit, qu'il y en a une autre qui commence, ça veut dire qu'il y a des règles qui sont définitivement établies. Et ces règles qui sont définitivement établies, elles sont là, elles sont bientôt ancrées. Est-ce qu'on est adapté pour ces règles-là? Alors, dedans, on a tout ce qui est digital networks, la biotechnologie, et puis surtout la société de l'information et des technologies. Donc moi, je fais par exemple des cours qui s'appellent Youpreneur, devenir un Youpreneur, où j'explique en fait que les compétences principales ne sont pas forcément celles qu'on croit, c'est pas être bon en maths ou bon en français, mais c'est vraiment de savoir maîtriser un logiciel de montage de vidéo par exemple, savoir utiliser Premiere Pro, savoir utiliser Adobe After Effects. Et les gens me disent mais non, c'est pas sérieux. Bien sûr que si, c'est sérieux. J'ai fait une vidéo juste pour information qui s'appelle les 14 compétences que vous devez mesurer, enfin que vous devez maîtriser pour à l'ère de l'économie numérique. Elle est disponible sur YouTube. Et j'ai fait en fait un prototype pour savoir ce que ça me prenait de faire le script, de le monter, de parler devant la caméra, de refaire ça un nombre incalculable de fois. Je me suis même bricolé un téléprompteur avec un cadre Ikea pour pouvoir lire ma tablette graphique en même temps pouvoir parler à la caméra. J'ai fait le montage, je ne savais pas faire de montage. J'ai dû apprendre tout ça. C'est super les logiciels qu'on a, mais il faut savoir les maîtriser. J'ai mis 150 heures pour faire ma première vidéo. 150 heures. C'est un mois de travail à temps plein. C'est beaucoup. Alors j'espère que la deuxième, ça sera à 75 heures, et puis après, ça sera un peu moins là. Et que je vais avoir en fait des économies d'échelle qui vont arriver. C'est pour ça que j'étais très intéressé de parler à Philippe tout à l'heure, parce que je lui dis, mais tu prends combien pour faire tout ça pour un mois de travail? Et puis il fait, je vais m'associer à Philippe. C'est ça, être un entrepreneur aujourd'hui, c'est d'aller chercher les ressources, et puis c'est-à-dire, lui, il sait bien faire les choses, moi je ne sais pas forcément bien les faire, et on ne pourrait pas faire du business ensemble, quoi. Donc ça, là, c'est fondamental. On ne peut pas créer une entreprise tout seul. Mais c'est toujours, il faut vraiment penser que aujourd'hui, là, demain, ce qui va se passer, c'est les prochaines grosses structures qui vont émerger, ça va être sur le développement durable, Radical Resource Productivity, tout ce qui est biomimicry, donc en fait, toutes les choses qu'on utilise un petit peu ou qu'on étudie vraiment de très loin. C'est des choses qui vont, ou la green nanotechnology, ça c'est des grosses structures de type Google qui vont émerger, qui vont certainement prendre hiérarchie la mise. Mais ça ne sera pas les entrepreneurs qu'on aura dans nos classes. Ça ne peut pas être des entrepreneurs qu'on a dans nos classes. Pourquoi, d'après vous? Pourquoi il faut arrêter de motiver les étudiants à monter des sociétés en haute technologie? Pardon? Non, non. Ouais. Mais pourquoi ça ne pourra pas fonctionner, par exemple, si moi je veux monter une entreprise en haute technologie, pourquoi ça ne peut pas fonctionner ici, aujourd'hui, que ce soit à Montréal, Drummondville ou ailleurs? Pourquoi il faut que je sois quelque part dans un laboratoire d'Apple, de Google ou autre? Parce que ces gens-là, ils ont énormément d'argent. Donc un entrepreneur seul à Drummondville ou à Victoriaville ne pourra pas compétitionner jamais de la vie. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vraiment très fort. C'est-à-dire que si jamais vous faites de l'entrepreneuriat, posez-vous la question et posez la question et dites pourquoi depuis 2003 à l'émergence de Facebook, il n'y a pas une seule nouvelle entreprise qui a fonctionné. Pourquoi il y en a pas ça fait presque 20 ans qu'il n'y a pas de nouvelles structures qui ont émergé. Quand il y en a, ils les achètent. Bingo! Mais oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la compétition, elle est pipée. D'accord? Ça veut dire qu'aujourd'hui, créer tous les... J'ai un peu de peine pour les accélérateurs et les incubateurs en nouvelles technologies parce qu'il n'y a rien qui va sortir de ces incubateurs-là. Ça n'est pas possible. Par contre, non mais, on peut utiliser les nouvelles technologies. On n'a plus besoin aujourd'hui de savoir programmer pour être entrepreneur. On n'a plus besoin de savoir programmer. Par contre, euh, euh, tout ce qui est impact social, impact environnemental, là je dirais oui, il y a des choses à faire. Parce qu'on a d'abord une action qui peut être locale, ensuite un peu moins locale, et puis carrément au niveau global. Il y a des choses à faire. Donc aujourd'hui, le nouveau terrain euh, d'exploration et puis pour tenter des aventures, c'est pas la technologie. Ça ne peut pas être la technologie.
On a l'innovation en termes d'intensité ici. D'où sortent, c'est juste une petite question, parce que là je fais une petite aparté, d'où sortent d'après vous les innovations qui sont sorties sur le marché? Par exemple Google. D'où vient le moteur de recherche Google, qui a été designé et puis mis sur le marché en 2000? Ça vient de la recherche fondamentale opérée par le gouvernement américain depuis les années 50. C'est un monsieur qui s'appelle Vannevar Bush, qui a, en 1947, juste après la Seconde Guerre mondiale, lancé un grand programme. Et ça a donné qu'on s'appelle Apple, avec ce qui était au départ Xerox, et donc tous les ordinateurs et la micro-informatique. Même chose pour Google avec les recherches et toutes ces choses-là. Est-ce qu'on a accès aujourd'hui au Québec à une recherche fondamentale financée par l'État? Non. Elle serait où au Canada, où est-ce qu'elle serait cette recherche fondamentale? Ouais, le crime, tout à fait. Ils sont où les crimes? Ils sont, pas les crimes, mais le crime. Non, ils sont à Montréal, mais je veux dire par là, c'est qu'il y a un autre équivalent du crime qui est à Toronto aussi aujourd'hui. Et c'est ce qui a donné, par exemple, typiquement BlackBerry et Research in Motion dans les années 90-2000. Donc tout ce qui est télécommunication, tout ce genre de choses-là, on n'est pas au cœur de l'action. Donc je ne comprends pas pourquoi, ici au Québec, puis ça c'est mon côté un peu provocateur, on continue à vouloir faire de l'entrepreneuriat technologique alors il y a d'autres atouts, quoi. Et les atouts qu'on a, c'est les gens qui sont dans vos classes physiquement, et puis voilà, c'est les personnes qui sont autour de ces tables-là. C'est une initiative telle que PEC, par exemple, c'est typiquement quelque chose d'innovant. On est là, on maille, on fait du réseau, on essaye de trouver des solutions. Il y a des bonnes pratiques qui s'échangent. C'est le début de quelque chose, c'est évident, quoi. Donc voilà, ça c'est pour moi un projet entrepreneurial, en tout cas je crois. Très rapidement, on est sur une autoroute. Donc là, il y a beaucoup de gens qui foncent tout droit. Il y a une révolution digitale, mais là, il faut prendre la sortie. Mais il faut la prendre physiquement, cette sortie-là. Ça veut dire que, en tout cas, moi, c'est ce que je crois, hein. Il faudrait que les enseignants apprennent aussi, et puis prêchent par l'exemple. Faites des blogs, tournez des vidéos, faites des corrections sous forme de vidéos. Envoyez-les à vos étudiants, déjà ils vont adorer. Moi je fais une proposition aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle Automated Business Income, ou Automated Income Business. Donc toutes les business que vous lancez sur Amazon, sur le web et tout ça. Programme d'un cours d'entrepreneuriat, point d'interrogation, c'est fin de l'emploi et lancer un AIB. Donc expliquer, puis c'est là où on va entrer dans la deuxième phase, pourquoi l'emploi va disparaître, pourquoi l'emploi éventuellement a déjà disparu, et pourquoi il faudrait lancer très rapidement un AIB. Donc moi je fais un cours d'entrepreneuriat à HEC au DESS où ils ont 12 séances pour monter une boutique en ligne, mettre un Shopify, le brancher, et puis commencer à générer du revenu. Donc aujourd'hui, le meilleur étudiant a fait 30 000 $ en 12 séances. Il me fait, j'ai payé l'ensemble de ma scolarité avec ce cours. Je fais bravo. Je vous donne combien? Qui me dit à la fin, je fais, c'est à toi. Il me fait, c'est aussi simple que ça? Bah, je lui fais, tu viens de le déterminer, tu viens de le voir. Je peux vous assurer que ça fait son petit effet, hein. Quand il y a une personne qui sort de nulle part et qui fait, monsieur, regardez les stats de vente, j'ai 32 000 $ de vente. Il y a tous les gens qui s'agglutinent autour de lui qui font, oh, c'est incroyable, mais t'es un entrepreneur, un vrai alors. Pour eux, c'est un phénomène incroyable. Ils viennent de se dire, mais j'en ai vu un, ça y est. C'est dingue. Et donc ça coûte à peu près rien à démarrer. Bon, il faut faire un petit peu d'optimisation. Peut-être automatisé à 100%. Donc après, on peut aller très très loin, hein, avec le marketing, par exemple. C'est comment vous envoyez automatiquement des courriels, comment vous allez motiver les gens, etc. Donc là, on va faire des cours de storytelling, on va faire des cours de copywriting aussi. C'est des mots qui sont anglo, mais qui disent à peu près ce qu'ils veulent dire. C'est-à-dire, aujourd'hui, pour moi, la compétence à maîtriser la plus importante, c'est savoir écrire. Donc vous avez des gens qui ont 20 ans, 21 ans, qui se rendent compte qu'ils auraient dû assister au cours de français. C'est ça le truc en fait, c'est que le cours d'entrepreneuriat peut être un cours où on fait un bilan en fait un petit peu et se dire mais
C'est fou, j'aurais dû assister à mes cours de français. Ça m'aurait permis aujourd'hui d'avoir plus de succès, d'avoir plus d'impact sur mes clients. Et, euh, et enfin, 4, pas besoin d'avoir des compétences techniques particulières, mais par contre, avoir une bonne culture générale. Ça, c'est important. Pourquoi vous faites ça? Jean-David parlait hier d'émotions. C'est fondamental aussi, effectivement, d'être en connexion avec les émotions de ses émotions puis les émotions des clients. Donc ça, c'est ce que je propose. Leadership agile, c'est petit récap de ce qu'on vient d'aborder. À travers l'histoire des révolutions technologiques ont profondément changé le monde. Certains profitent de ces révolutions et deviennent riches ou s'en sortent mieux. Donc en fait, il y a deux types de personnes. Il y a les gens qui font la queue comme on l'a vu en 1929, puis il y a les autres qui s'en sortent. Ça, à mon avis, c'est un argument de poids pour vos directeurs de cégep. À quoi sert l'entrepreneuriat? Ça sert à ça. Ceux qui ne prennent pas le train en marche de la révolution ont beaucoup de mal à s'adapter. Et enfin, nous sommes au milieu d'un carrefour technologique qu'on appelle la révolution digitale. Ok, ça c'est posé. On passe d'une société qu'on appelle la société industrielle, où on passe de l'efficacité productive à l'intensité créative. Et aujourd'hui, même, ça fait une dizaine d'années que ces livres sont sortis. On appelle plus ça the creative economy. On appelle ça maintenant aux États-Unis the creator economy, c'est-à-dire les gens qui créent du contenu. C'est carrément l'économie de la création. C'est pas de la création, mais c'est des gens qui créent, quoi. Donc aujourd'hui, les gens qui ont un vrai pouvoir ou qui ont beaucoup sont des gens qui créent du contenu, donc qui savent écrire, qui savent faire des vidéos. Et je vous demanderai d'aller voir deux personnes, si ça vous intéresse, je vais les noter ici. Un monsieur qui s'appelle John Lee Dumas. Alors lui, il fait 350 000 $ par mois. Il est tout seul et il fait des podcasts. Comment il fait 350 000 $ par mois? C'est intéressant. On va peut-être pas en parler aujourd'hui, mais si ça vous intéresse, je peux vous répondre par courriel. Allez voir aussi un monsieur qui s'appelle Philippe Van Duzen. Lui, il est sur YouTube, c'est un YouTuber. Il fait aussi 350 000 $ par mois. Je parle par mois. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le font par an, quoi. Non, mais sérieusement. Philippe Van Duzen. V-A-N-D-U-Y-S-E-N. D'accord. Et on parle de créateur économie. Donc les gens qui créent du contenu, original. Vous êtes au cœur de la création de contenu original. C'est votre métier en tant que professeur en entrepreneuriat. Ok, donc le mental intuitif est un don sacré et le mental rationnel est un serviteur fidèle. Nous avons créé une société qui honore le serviteur et oublie le don. On va en reparler juste un tout petit peu après. Le monde d'hier, c'était un monde qui était tranquille, calme. Tout était prédictible. On l'a vu hier aussi avec Jean-David. Le monde d'aujourd'hui, c'est plutôt un monde qui ressemble à ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans le bateau, il y a une équipe là, qui sont en train de ramer. On ne peut pas s'en sortir tout seul. Encore une fois, la solution elle est globale. Donc il y a quelque chose qui est important, c'est que dans les cours, c'est d'être capable de connecter les gens les uns avec les autres. D'aller les faire travailler ensemble. Et de leur montrer que l'intelligence collective, en fait, est la seule solution de s'en sortir. Ça, c'est mon dada, c'est ce que j'adore faire. Changement des règles de gestion de carrière. Trouvez votre processus itératif. Donc c'est ce qu'on va travailler un peu après. Créez et entretenez votre tribu de ressources. C'est quoi une tribu de ressources? C'est simplement les gens avec qui vous aimez travailler. Et vous avez le choix. Ça, c'est le côté positif. Et c'est le côté nouveau. Si vous êtes entrepreneur, vous choisissez les gens avec qui vous voulez travailler. Si vous êtes salarié, vous ne les choisissez pas. C'est la grosse différence. Donc, choisir sa tribu de ressources, c'est quelque chose qui est dans l'acte d'entrepreneuriat, quelque chose qui est au cœur même de son évolution et de son développement. Et enfin, sortez le plus possible de votre zone de confort. Ça veut dire aussi sortir de la classe, ça veut dire sortir aussi du cégep, ça veut dire aller dans la rue, aller poser des questions aux gens, aller éventuellement se confronter à la réalité, ce qui est vraiment pas évident pour beaucoup d'entre nous. Processus itératif, c'est énoncer le problème. Ça, c'est la deuxième définition de la créativité.
Émettez des hypothèses. C'est un monsieur qui s'appelle Noam Chomsky qui a défini ça en 1974. C'est au départ au niveau de la linguistique. Comment on peut énoncer des hypothèses différentes à l'infini quasiment. Donc par exemple, c'est aujourd'hui j'ai froid, aujourd'hui il pleut, aujourd'hui il neige, aujourd'hui j'ai pas mis de manteau, etc. C'est exactement la même réalité, mais vue sous des angles complètement différents. Vous voyez le truc ou pas? C'est-à-dire que ça, cette capacité à aller dire j'ai un problème, j'ai froid, il faut vraiment que je m'habille, quoi, en quelque sorte. Je vais les énoncer de façon complètement différente. Il y en a une à un moment, un point de vue, qui va faire mouche, qui va fonctionner. Ensuite, je mets des hypothèses, je mets tout en œuvre pour valider mes hypothèses, ou éventuellement les invalider. D'accord? Ça, c'est le métier d'entrepreneur. Hein. Je crée l'architecture de ma solution. Je fais appel à ma tribu de ressources. Questions, introduction. Tu peux pas me connecter avec telle personne? Je pense qu'il pourrait être positif dans mon parcours. Si jamais par exemple, on parle beaucoup de mentorat. Le mentorat au Québec, c'est un mentorat qui est imposé. C'est-à-dire que vous allez voir, je sais pas moi, Montréal Mentor, et puis on va vous dire, ah ben, on a un algorithme ou quelqu'un qui a dit, super, on va vous présenter telle personne. Est-ce qu'on sait que si cette personne-là, elle nous convient? Puis moi, j'ai une question pour vous, c'est est-ce que vous avez besoin d'un mentor? Est-ce que vous ne pouvez pas, dans un premier temps, faire une liste de tous vos héros, de toutes les personnes qui vous ont inspiré depuis que vous êtes tout petit? Ça peut être un chanteur, ça peut être un peintre, ça peut être votre papa ou votre maman, ça peut être qui vous voulez. Qui sont vos héros, les personnes de votre galaxie, de votre galerie de portraits qui vous inspirent? Ça, c'est une petite question pour vous. Et vous allez voir qu'en fait, si jamais vous avez un problème et vous vous posez la question, que feraient mes héros à ma place? Vous avez déjà une grosse partie de la réponse. Puis le mentor, vous n'avez pas besoin. Ou alors vraiment, c'est un besoin très très spécifique sur une expertise particulière. Ça marche? Prenez du recul, un temps de réflexion, affiner. La solution aurait-elle pu être mieux? Alors ça veut dire prendre une marche, ça veut dire se perdre en forêt, ça veut dire ne pas rester assis sur sa chaise, aller voir un film, discuter avec des gens, se bourrer la gueule, ça fait ce que vous voulez, c'est vraiment pas le problème. Et enfin, vous agitez puis vous répétez. Ça, c'est une nouvelle règle de gestion de carrière. C'est important. Je vais accélérer parce que je m'aperçois que je parle beaucoup. Là, j'ai fait une business journey mapping. Je vous laisse le regarder avec le PDF qu'on vous transmettra si vous en avez envie. Mais en gros, on s'aperçoit qu'on est vraiment sur quelque chose, encore une fois, d'itératif. Hein. C'est quoi le défi? C'est quoi les apprentissages à la fin? Et puis là, vous avez tous les outils. Si vous avez besoin des outils, comme par exemple une fiche de persona ou un canevas de la valeur perçue par le client, etc., je peux vous les envoyer. Et en fait, ça, c'est la base même, par exemple, de ce que je fais, c'est des ateliers. Aujourd'hui, on va faire, par exemple, ce qu'on appelle une stakeholder mapping ou une carte des parties prenantes. Et puis, vous avez été au salon de l'entrepreneuriat le 31 janvier dernier, super. Maintenant, faites-moi une carte des parties prenantes. Qui étaient les personnes présentes? Qui étaient les personnes absentes? Oh, on n'a pas regardé s'il était... non, vous allez chercher. Et d'un seul coup, vous avez tout un processus de découverte. C'est eux qui font la découverte. C'est pas vous qui leur dites ce qu'ils doivent apprendre ou pas, mais c'est bien eux qui déterminent vraiment l'ensemble de ces choses-là. Donc la phase de découverte est vraiment fondamentale. Je pense que ça, c'est les cours d'entrepreneuriat qu'on a au cégep pour l'université. Ça devrait s'arrêter ici. Ça devrait s'arrêter sous forme de découverte. Ensuite, on arrive à la création. On peut parler de récits, de contes, de storyboarding, on peut parler de cartes des parcours clients. Tout ça, c'est chouette, mais ça reste toujours très, très, très abstrait. Et donc, quand on demande à une personne, par exemple, sortez-nous un plan d'affaires détaillé de 20 pages ou 25 pages à la fin des 12 séances de cours, pour moi, c'est une aberration. Parce que cette phase-là de découverte, d'apprentissage et de concept de service n'ont pas été faites. C'est comme si vous vous mettiez à la fin du processus intellectuel, et puis vous leur demandiez en fait de faire déjà une synthèse de tout ce qu'ils ont vécu. Donc un plan d'affaires, c'est quelque chose, même chose, qui s'écrit de façon itérative. Je sais que le plan d'affaires est encore une pratique très très courante hein, dans les cégeps, mais on peut peut-être, à mon avis, le tweaker légèrement. On peut peut-être le changer à la marge, en disant écrivez simplement ce dont vous êtes sûr.
Et puis tout ce qui est hypothèse, par exemple, eh ben, on le met dans une autre catégorie, on le met à part, on le met dans une autre couleur. Et comme ça, vous avez un code couleur qui va permettre de dire, ça j'en suis sûr. Tout ce qui est en rouge, par exemple, c'est ce que je reste encore, ce qu'il faut que je valide encore. Et je fais passer du rouge au bleu, parce que c'est à peu près validé, puis au noir, quand c'est super bien validé, j'en sais rien. Mais faites un code couleur comme ça. Vous allez voir qu'en fait, d'un seul coup, le plan d'affaires va devenir ludique, il va devenir intéressant. Et les gens, quand ils vont le lire, ils vont juste avec un code couleur, hein, c'est vraiment tout bête. Ils vont dire, ok, ça là, il faut vraiment que je m'en occupe. Si je continue comme ça va pas le faire. Et puis ça oblige aussi les gens à être honnêtes avec eux-mêmes. Souvent, quand vous avez un plan d'affaires, vous apercevez qu'en fait, c'est ce qu'on appelle du wishful thinking, c'est de la pensée magique en fait. Les gens sont là et puis ils se disent, mais alors je vais faire 5 millions d'euros de chiffre d'affaires ou de dollars de chiffre d'affaires la première année, et puis ensuite ça va monter comme ça, etc. Non, c'est pas comme ça que ça marche dans la vraie vie. Mais si, je vous assure, monsieur, c'est comme ça que ça marche, ça va être comme ça. Non. Alors les gens ne comprennent pas pourquoi on leur dit non. Parce qu'ils nous racontent une histoire, puis on ne croit pas à leur histoire. Et ils sont dans la même situation qu'il y a, je sais pas moi, quand ils étaient enfants, et quand ils nous racontaient que il y a quelqu'un qui, je sais pas moi, leur avait volé le vélo, qu'il y a un gros monstre qui, je sais pas, leur avait volé leur blouson ou autre. C'est-à-dire qu'ils sont dans une sorte de narration où ils se trompent eux-mêmes, quoi. Donc c'est important, à mon avis, d'être capable de leur dire, ok, il y a des étapes, il y a des choses que tu n'as pas validées. Le prototypage, par exemple, est fondamental. Est-ce que tu peux me faire un prototype pour voir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Alors, le futur est-il désespéré? Je vais aussi passer assez rapidement. Question, c'est quoi les 3 grands vecteurs de transformation de l'économie contemporaine? Ouais, c'est bon, j'ai encore un peu de temps. Et enfin, les 3 grands défis pour la génération Z. Oui. Clairement, l'environnement. Oui. Ça, c'est le premier défi. Deuxième défi, ce serait quoi le deuxième défi? Conséquences. Je sais pas, c'est une question que je pose. Mais ça peut devenir un défi aussi, je suis d'accord avec toi. Ouais. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme défi ensuite? Est-ce que ça serait pas aussi la capacité de calcul, par exemple aujourd'hui des systèmes informatiques? On en parlait ce matin, 1984, il y a une date qui marque le tournant hein, dans l'histoire de l'humanité. C'est un monsieur qui s'appelle Garry Kasparov, que vous connaissez peut-être, qui a été un champion des échecs depuis plusieurs années. Et puis il y a une société qui s'appelle IBM qui a sorti un ordinateur qui s'appelle Big Blue. Et pour la première fois de l'histoire de l'humanité, on a une machine qui a battu un joueur d'échecs. Et puis il y a une deuxième date dans l'histoire, c'est Watson, toujours IBM, en 2017, et on a battu le meilleur joueur de jeu de Go de l'histoire. Le jeu de Go, c'était un jeu qui était vraiment la dernière limite, a priori. Ça, c'est quelque chose on peut pas compétitionner contre la machine, c'est pas possible. Mais en même temps, il y a quelque chose qui est fondamental, et puis j'en parlais aussi ce matin, c'est que, est-ce que vous saviez qu'un enfant apprend à parler en 3 mois en regardant le visage de sa maman? Ça, il n'y a pas une seule machine qui est capable de faire ça. Et ça, je le mets vraiment au milieu de la salle parce que on ne peut pas nous demander de compétitionner contre la machine et contre la rapidité de processus de calcul de la machine. Par contre, on peut tout à fait, si on a envie, on a accès à notre intuition, cette capacité d'apprendre des choses. Il suffit qu'on raconte une seule fois une histoire, par exemple, je sais pas moi, Blanche-Neige et les 7 nains, pour que d'un seul coup, l'ensemble de la morale de Blanche-Neige et les 7 nains soit complètement internalisé par l'enfant. On appelle ça du storytelling. Donc aujourd'hui, l'entrepreneur a cette capacité de raconter des histoires, pas forcément sur des produits ou sur des services, mais la capacité de raconter des histoires qui vont changer fondamentalement l'histoire du monde. Et c'est cette capacité, aujourd'hui on a laissé, ça c'est mon aspect politique un petit peu, je vais rentrer dedans, on a laissé la porte ouverte à un mec comme Trump par exemple, de raconter des histoires qui sont des histoires anxiogènes, d'accord. Et il n'y a personne à côté qui a pris son bâton de pèlerin pour raconter des histoires positives. Et je pense que l'entrepreneur, lui, raconte des histoires positives. Il doit raconter des histoires positives. C'est lui qui doit justement
embrasser et prendre cette partie du territoire qui a été laissée vierge par l'ensemble des entrepreneurs, pas des entrepreneurs, des hommes politiques. Donc je pense qu'il y a un vrai rôle social, environnemental, pour les gens de la génération Z. Il faut qu'ils prennent ce pouvoir-là. C'est super important. Il faut réinventer les histoires, il faut réinventer les mythes. Il faut les raconter autrement, en tout cas. Bon, je me suis permis un petit peu de... Et en fait, parce que ça va effectivement avec, pour moi, un énorme défi, c'est la fin de l'emploi, qui est vraiment hyper importante. Je pense qu'il faut en parler. Et ça, c'est pour moi un argument massif et massu pour vos directeurs de cégep. L'emploi va disparaître. C'est pas un scoop. Ça, c'est une courbe qui montre que on a presque 90-95% des gens qui ont 25 ans qui vont être diplômés du secondaire et puis ensuite du supérieur. Donc, tout le monde va massivement à la génération Z être diplômé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, par exemple, l'impact pour les gens au Québec, mais ça peut être la même chose en Europe ou même en Amérique du Nord, il y a 2 milliards de générations Z dans le monde. Il y en a 50% qui sont en Inde et en Chine, juste sur ces deux pays-là. D'accord ? Et ces gens sont massivement aussi diplômés. Comment un Québécois qui veut un salaire de démarrage à 35 000 $ minimum, d'accord, va pouvoir compétitionner contre son homologue chinois qui est à Guangzhou et qui, lui, se satisfera de 2 500 $ pour le même travail. D'accord ? Ça, c'est un vrai défi pour la génération Z, en tout cas. Donc, j'aime bien cette image-là. C'est... l'économie va bien, on a déjà créé 5 millions d'emplois cette année. Ouais, j'en ai 3 et puis j'y arrive toujours pas à payer mon loyer. C'est ce qui est marqué à droite. Et donc la question que je pose, c'est l'emploi va-t-il disparaître? C'est de 1948 aux années 2000, l'emploi croît 1,7 fois plus vite que la population. Et depuis les années 2000, la population croît 2,4 fois plus vite que les emplois. Et ça, c'est une étude qui a été faite aux USA en 2015. Donc c'est la même chose ici. Hein. Même s'il n'y a pas les chiffres, c'est la même chose ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à ce rythme-là, en 2025, on a le niveau d'emploi de 1948. Ok. Donc, ce que David disait hier sur justement la réduction des emplois à cause de tout un tas de phénomènes, qu'on va voir d'ailleurs tout de suite. Donc, les technologies de l'information et amélioration globale du niveau d'éducation. Les entreprises peuvent embaucher n'importe qui, n'importe quand. Aujourd'hui, vous avez WhatsApp sur votre téléphone cellulaire. Vous êtes capable de vous connecter avec un monsieur qui s'appelle, je ne sais pas, qui est en Inde et qui va vous faire un logo pour 3,50 $. Ça s'appelle Fiverr et c'est en direct dans votre poche. C'est génial. Donc quand vous faites du design, que vous êtes ici à Drummondville au Québec, comment vous faites pour survivre à ce genre de phénomène? Pour l'instant, ce n'est pas massivement utilisé par les gens de notre génération, mais je peux vous assurer que les gens de la génération Z, ils ne vont pas se priver de le faire. Oui. Bien sûr. Merci d'avoir posé cette question. Je suis... J'ai hésité, mais je me suis dit... Moi, c'est du filigrane, hein, je sais pas si tu as remarqué, c'est-à-dire qu'en fait, je donne des inputs, et puis au bout d'un moment, il y a des gens, mais en fin de compte, mais non, c'est pas possible. Voilà. Mais oui, je suis complètement d'accord avec toi à 200 000 %. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu, et si on le fait pas rapidement, on est tous gravement dans la merde. Et, on l'est déjà, mais on l'est encore plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, puis on va le voir juste après, là, on est en train de former des gens qui se conforment à une idée qu'on a de l'économie qui n'a pas changé depuis 50 ans. Et puis on leur dit, les gars, là, il faut trouver vite une solution, vite, 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 vite. Et c'est ni vous ni moi qui allons apporter cette solution, c'est encore moins les gens de la génération Z. Parce que c'est pas avec ce mode de penser qu'on peut arriver à trouver des solutions. Je ne crois pas en tout cas. Donc ensuite, on parle de l'IA très rapidement, et puis les diplômes universitaires, maîtrise PhD, sont devenus abondants et ne sont plus valorisés par les entreprises. On demande un bac pour un poste de technicien de surface, souvent là. Donc oui, très rapidement. Alors ça,
je vais passer dessus. C'est un monsieur qui s'appelle Otto Scharmer, qui est un prof à la MIT, que vous connaissez peut-être, qui a fait un livre qui s'appelle Theory U. Je vous laisse le découvrir, c'est magnifique. Et en fait, il dit que l'humanité, le groupe en règle générale, est dans un processus qui va de reproduire les vieux modèles, c'est ce dont on parlait depuis tout à l'heure, d'accord, vers réaliser en opérant à partir du tout. Alors bon, lui, c'est un bouddhiste hein, de conviction. Il fait ce qu'il veut, mais en tout cas, il y a un aspect, pour lui, le presencing, c'est vraiment être connecté à la source, c'est-à-dire qu'il faut vraiment faire un pas de recul, comprendre ce qui se passe, où ça va, se faire une tête là-dessus, et puis ok, continuer à avancer en confiance. C'est-à-dire que Otto Scharmer, lui, dit, si vous êtes un professeur en entrepreneuriat, vous êtes un guide spirituel. Il va carrément aussi loin que ça. Donc moi, je le dis pas, je dis que c'est Otto Scharmer, mais je suis d'accord avec lui. Il y a une responsabilité du prof d'entrepreneuriat qui est massive, qui est colossale. Et on n'en prend pas, on n'en a pas pris conscience. Un professeur de statistique, on en parlait aussi ce matin, lui va répéter son cours, et puis ça fait peut-être 20 ans qu'il fait la même chose. Un professeur d'entrepreneuriat, c'est quelqu'un qui doit s'actualiser, se réactualiser tous les jours, tout le temps. Faire des liens avec l'actualité, c'est super important. Alors un entrepreneur, pour un monsieur qui s'appelle Seth Godin, c'est quelqu'un qui est un individu qui sait marcher dans le chaos et qui sait créer de l'ordre là-dedans. Quelqu'un qui peut inventer, qui peut connecter, créer et faire que les choses arrivent. Alors c'est un livre que je vous recommande de lire. Il a été traduit en français, qui s'appelle Linchpin, mais non, il n'a pas été traduit en français, mais bon, peu importe. Et qui dit, est-ce que vous êtes indispensable? Et je pense que c'est vraiment la grosse question en fait que beaucoup de gens, même de notre génération, doivent se poser, c'est est-ce qu'on est indispensable? Et donc j'ai mis hors de chaos, c'est-à-dire qu'en fait on est capable de créer de l'ordre à partir du chaos. Tous les grands entrepreneurs sont des gens qui ont ce profil-là. Alors qu'est-ce que l'entrepreneuriat? Si je paraphrase, l'entrepreneuriat c'est l'action de connecter, de créer, d'inventer des systèmes, que ce soit dans les affaires, avec les gens, les idées ou les processus. On est dans l'intelligence, interligare en latin. Donc l'intelligence c'est ça, c'est d'être capable de faire des liens entre les choses. Donc l'entrepreneur c'est un nœud d'information. C'est quelqu'un qui dans un domaine particulier va prendre l'ensemble de ces informations, va retraiter ces informations et puis va pouvoir les redistribuer très rapidement aux uns et aux autres. Alors ce qu'un emploi, c'est l'action d'obéir aux ordres et de se conformer à un système opératoire que d'autres ont créé avant toi. C'est pas moi qui le dis, c'est Seth Godin. Mais je suis d'accord avec lui. Et donc là, on est dans l'intelligence, et là, on est dans la reproduction. Donc mon point, c'est de dire que peut-être que depuis 150 ans que le système scolaire existe, on a privilégié la reproduction plus que l'intelligence. C'est pas un scoop, je vous apprends rien. Vous voyez ce truc? L'entrepreneuriat comme outil de changement et de gestion de carrière agile. Il faut qu'elle soit passionnée, engagée, opportuniste, itérative, non linéaire et puis créative. D'où la question de la sensibilité à la perte, qui est fondamentale et qui est au cœur, à mon avis, de l'enseignement de l'entrepreneuriat. La sensibilité à la perte, c'est quoi? C'est si jamais je perds mon job demain, est-ce que j'ai peur? Est-ce que je suis dans la bip? Comment je fais pour m'en sortir? Il y a des gens qui vont avoir des sensibilités à la perte différentes. Donc je ne parle pas de prise de risque. Je parle des sensibilités à la perte. Alors il est communément admis qu'une personne qui a 20 ans, qui vit encore chez ses parents, a une sensibilité à la perte beaucoup moins importante qu'une personne de 45 ans qui a une famille, une hypothèque, des leasing, et puis j'en passe des meilleurs, quoi. C'est sûr, ça semble logique. Il y en a un qui peut aider l'autre, et puis vice-versa. Les deux peuvent s'aider. Je pense que c'est vraiment important. Alors, règle numéro 1 pour moi, là, je suis complètement dans la provocation, c'est n'échange jamais ton temps contre de l'argent. Si jamais tu échanges ton temps contre de l'argent, bah, c'est-à-dire que tu es salarié, et ben on file vers l'esclavage moderne, en tout cas c'est mon avis. Je vous ai dit que c'est provoquant. Règle numéro 2, apprends à faire une différence plutôt que de refaire toujours la même addition. Pour moi, ça veut dire soit dans l'impact. Essaye de faire un impact, c'est vraiment important. Règle numéro 3, soyez le maître que vous voudriez avoir. Je parlais des héros tout à l'heure, que vous pouvez éventuellement vous donner. Et c'est Victor Hugo qui disait ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez vous inspirer vous-même. Et c'est ça, en fait, je pense,
le trait commun de tous les entrepreneurs, c'est qu'ils s'inspirent eux-mêmes. Alors pour moi, l'entrepreneuriat, c'est ça. Il y a, une artiste sud-africaine qui s'appelle Lakwena, qui a fait cette œuvre en Angleterre. Et c'est Be bad until you're good and good until you're great. N'hésite pas à recommencer encore, encore et encore, parce qu'à un moment, il y a quelque chose qui va se passer. Est-ce que est-ce qu'on le dit à nos enfants? Non. À nos enfants, c'est ah, mais t'as pas réussi, c'est pas grave, tiens, je vais t'acheter ça. C'est-à-dire qu'on est toujours dans on va compenser en achetant, parce qu'on ne supporte pas que nos enfants souffrent. On ne supporte pas que nos enfants pleurent. On ne supporte pas que nos enfants aient mal ou quoi que ce soit. Donc on est partiellement responsable de ce problème-là, de ce déficit d'attention à devenir entrepreneur, à mon avis. C'est quelque chose on se pose jamais la question de savoir qu'est-ce qui nous rend vivants. Je vois beaucoup d'étudiants, même chose encore une fois, 20-21 ans. Je leur dis, mais pourquoi tu montes pas ton entreprise? C'est génial ce que tu fais. Oh, mes parents vont me tuer. Mais encore une fois, là, mais pourquoi ils te tueraient? Mais non, mais attends, ils ont investi en moi. Tu crois que je pourrais, comme ça, partir, ne pas gagner d'argent ou quoi que ce soit? Non, non, mais ils seraient tellement déçus, tu peux pas imaginer, quoi. Je fais, mais ta vie, c'est pas eux qui vont la vivre, c'est toi qui vas la vivre. Ouais, mais même, c'est pas possible. Ça, ils vont vraiment me tuer, quoi. Je fais, ok. Et c'est terrible parce qu'en fait, c'est pas eux que j'ai devant moi, c'est leurs parents. Vous voyez? Et là, quand on dit aux enfants ou aux étudiants, qu'est-ce qui te rend vivant? Les gens ils font. Donc c'est le défi que je vais vous poser, pas plus tard que tout de suite. Vous connaissez l'ikigai, on en a parlé un peu hier pour ceux qui étaient là. Donc c'est la réunion de plein de choses. C'est ce que vous aimez, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi vous êtes payé, puis ce pourquoi vous êtes doué. Avec à chaque fois des barrières qui sont satisfaction mais sentiment d'inutilité, confortable mais sentiment de vide, excitation et zone de confort mais sentiment d'incertitude, enchantement et plénitude mais pas de revenus. Donc en gros, un ikigai c'est super cool. Parce que ça nous permet de savoir ce pourquoi on est fait, ce pourquoi ce qu'on a envie de faire. Le problème avec l'ikigai, c'est que si on ne sait pas le faire, on ne sait pas le commencer, on fait on est toujours dans ce côté un peu chaud-froid, chaud-froid, chaud-froid. Puis en fait, à la fin, il y a les mailles qui pètent, quoi. C'est un peu compliqué. Donc, alors, je vais vous demander en fait de faire 5 colonnes avec les skills, c'est les aptitudes. Aptitude, ce que j'entends par aptitude, c'est ce que vous faites et vous dépensez zéro énergie. D'accord? On va voir un exemple après. 2, qu'est-ce qui vous rend heureux? Donc ça, c'est la deuxième colonne. 3, c'est quoi les opportunités que vous voyez dans le monde ou autour de vous? Donc par exemple, quand on est au lac Saint-Jean, il y a peut-être un grand projet, je ne sais pas, qui est en train de se faire. Il y a peut-être une opportunité absolument incroyable à cet endroit-là. Donc ça peut être des opportunités qui sont locales ou ça peut être aussi des opportunités de marché. D'accord? 4, c'est quoi votre passion? Alors la passion, ma définition à moi, c'est ce que vous faites et vous ne vous rendez pas compte que le temps passe. Par exemple, moi j'adore faire des photos. Donc je suis sur Photoshop, je travaille. Puis il y a ma blonde qui me dit Patrice, viens manger. Je fais oh merde, ça fait 3 heures que je suis dessus, j'ai pas vu le temps passer. Donc ça, pour moi, c'est ma définition de la passion. Et ça peut être autre chose naturellement. Ça peut être j'ai besoin de faire du sport parce que sinon je me sens pas bien. Ça peut être voilà, c'est à vous de le voir. Et enfin 5, c'est quoi les services ou le service que vous pouvez imaginer dans lequel vous seriez? Vous les avez déjà un peu imaginés. Ça peut être par exemple, je suis prof, je vais continuer à être prof. Ça peut être aussi, je peux être consultant, ça peut être aussi ce que vous voulez. On va voir après, il y a un exemple après, c'est mon exemple à moi. Et on va les remplir petit à petit. Ça vous va? Je ne sais pas si on a 1h28, c'est un peu chaud. Donc ça donne un ikigai un peu qui ressemble à ça. Et voilà. Alors, typiquement, vous faites votre feuille comme ça. Vous allez commencer maintenant, puis après on peut en parler si vous voulez.
Alors par exemple, pour moi, c'était contenu, faire du business design. Business design, parce que j'aime ça. C'est quoi la suite des événements, faire du system thinking. J'adore penser globalement en système. Euh, j'ai fait des cours en system thinking. C'est vraiment très puissant. Je fais beaucoup de conceptualisation, je suis beaucoup dans ma tête. Ça, c'est le problème des Français. Je fais du storytelling aussi, de la photographie. Ça, je dépense pas d'énergie pour faire ce genre de choses-là. Moi, j'étais directeur financier avant, et quand j'allais sur Excel, je devenais tout rouge, j'étais comme ça, et j'aurais dû savoir très rapidement que j'étais pas fait pour ça. Parce qu'au bout de 20 minutes d'Excel, je me sentais vraiment pas bien. Et j'allais vite. Alors j'ai développé des méthodologies pour aller plus vite que les autres là. Mais je déteste Excel. Ça m'insupporte. Et les gens me disent oh, mais c'est super bon là-dedans. Non, c'est pas que je suis bon. Ça me fait tellement chier que je veux évacuer ça le plus rapidement possible. Et donc pour moi, c'est pas une aptitude, c'est une compétence. Vous voyez la différence? Je suis très compétent en Excel, mais ça m'ennuie tellement que je mettrai jamais Excel dans ma colonne skills aptitude. C'est la grosse différence entre les deux. D'accord? Donc faites la différence entre ce qui vous là où vous dépensez pas d'énergie, ça va être important pour la suite. D'accord? Et par contre, vous pouvez avoir plein de compétences. Mais les compétences, vous savez quoi, je m'en fiche. Parce que les compétences, ça s'acquiert. C'est juste une question de temps. Vous avez besoin d'une compétence en Excel, vous faites une formation en Excel. Aujourd'hui, il y en a des milliards sur YouTube. D'accord? Et d'ailleurs, c'est peut-être le problème du cégep et puis de l'université en règle générale. C'est que la plupart des compétences, parce que tout est basé sur orientation compétences, on peut les avoir gratuitement sur le web, quoi. Parce que tout ce qui est compétences molles, les réflexions, qu'est-ce que j'aime faire, etc., ben, on passe pas de temps là-dessus. Ça, c'est vraiment dommage, à mon avis. Ok, qu'est-ce qui me rend heureux? L'altruisme. Là, quitte à éventuellement en faire mal, là, ça c'est mon problème, et c'est mon problème, quoi. Apprendre, j'adore ça. Alors juste pour information, un truc qui est super génial, je voulais vous en parler. C'est une petite application qui s'appelle Focus Timer, que vous connaissez peut-être, non? Et à chaque fois que vous êtes focusé, que vous êtes vraiment, vous mettez ça là-dessus et vous renversez votre téléphone cellulaire et ça va faire bzzz. Et comme ça, vous recevez plus d'appels, vous recevez plus rien du tout. Comme ça, vous pouvez vraiment vous concentrer sur ce que vous faites. Et dedans, j'ai tout un tas de trucs. Donc, j'ai méditation, j'ai qu'est-ce que j'ai encore? J'ai photo, sport, rédaction, parce que je fais du copywriting. J'ai aussi apprentissage. Parce que je me dis qu'à 48 ans, je dois encore apprendre des choses. Donc ça, c'est génial. Donc quand je suis sur un tutoriel, et que par exemple en After Effects, je me dis tiens, je vais me concentrer pendant 1 heure. Et vous savez quoi, quand je fais ce truc-là, au bout de 2 heures, je suis encore en train d'apprendre. Donc c'est quoi les opportunités que je vois? On parlait de planète, de produits digitaux, d'entrepreneuriat, de plateformes sociales, de ludification. Tout ça, c'est les mots qui sont importants pour moi. Ensuite, la passion. Donc là où je vois pas le temps passer, c'est la réflexion, les problem solving, tout ce qui est mise en relation, le beau, enseigner, aider les entrepreneurs, écrire, photographie, déconstruire. J'adore déconstruire. Tout péter pour reconstruire après, ça c'est mon truc. Et puis enfin, les services que je vois qui sont intéressants pour moi, c'est l'éducation, l'enseignement, l'empowerment, c'est donc vraiment donner du pouvoir aux gens, les actualiser. J'ai créé toute une boîte à outils, voilà. J'adore inspirer aussi, c'est-à-dire que quand je peux avoir un impact sur la vie des gens, qu'il y a des étudiants qui me disent « Oh, monsieur, c'est génial, j'ai adoré votre cours, j'allais dans cette direction-là, maintenant je vais dans cette direction-là. » Ouais, moi ça, c'est mon truc. Puis après, je fais du consulting, des pitch decks et des plans d'affaires, ça c'est ce que je fais pour vivre. Et en fait, une fois que j'ai rempli toutes ces cases-là, j'essaye de regarder, alors je prends des stylos de couleurs différentes, ok. Et j'essaie d'allumer le plus de mots possible. Alors pour moi, ça donne ça. Tout ce qui est en rouge, c'est des choses que je peux utiliser dans mon projet. D'accord? Et donc, par exemple, c'est pensée visionnaire, créativité, contenu, altruisme, apprendre, etc., philosophie, plateforme sociale, gna gna gna. Et là, je vois toutes les opportunités sont en rouge, et puis tous les services sont en rouge. C'est ce qui est vraiment le plus important.
Et ça donne ça. Ça donne, je peux devenir un youpreneur, c'est-à-dire que c'est ce que j'ai commencé à faire. Je commence à faire quelque chose sur YouTube. Je deviens un blogueur, j'écris, pédagogue, donc j'ai commencé des bouquins. Je me suis mis aussi sur des routines d'écriture. Et j'ai d'un seul coup un plan d'action qui commence à se mettre en place. Là, quand vous faites ça au premier cours un atelier comme ça au premier cours de votre cours d'entrepreneuriat, ça peut devenir magique parce que pour toute la suite, les gars ils sont en train de se construire quelque chose sur leur carrière. Et vous pouvez les aider vraiment typiquement. Alors je suis provocateur, donc ça peut être effectivement sous forme d'humour, de machin. J'ai toujours pas trouvé comment je pourrais transformer ça. Mais c'est pas grave, je continue, c'est work in progress comme on dit. Catalyseur de projet. Moi j'interviens au début, c'est vraiment mon truc, c'est là où je suis le plus balèze. Je laisse pas indifférent, je raconte des histoires. Donc tout ça là, c'est ce que je suis en train de développer en 2019 aujourd'hui. Donc j'apprends des nouvelles compétences, j'ai mon plan d'action, c'est ma nouvelle vision sur les 12 prochains mois. Donc ça sera à vous de le faire pour la prochaine fois ou pour après. Puis je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.